Lors de la répétition de ma mariage, ma sœur est apparue dans ma robe sur mesure, tenant le bras de mon fiancé. Surprise. A-t-elle ri. Nous nous éloupons ce soir. Ma mère a applaudi, elle est tellement mieux en blanc. J'ai souri, j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré quelque chose qui a instantanément gelé leur sourire. Mon mariage, qui devait avoir lieu dans moins de 24 heures. La lumière de l'après-midi du hall filtre à travers les hautes fenêtres, illuminant chaque détail de ma robe volée. Les boutons de perles cousus à la main, la délicate dentelle superposée qui a nécessité 3 rendez-vous avec la couturière pour être parfaite, la traîne cathédrale que j'ai spécifiquement choisie parce qu'elle me rappelait les photos de mariage de Grace Kelly. Que as-tu dit? Ma voix sort plus petite que prévu, à peine audible par-dessus le sang qui bat dans mes oreilles. Britney arrête de tourner et me fait face avec ce sourire radieux qu'elle a perfectionné depuis l'enfance. Celui qui la sort des ennuis, lui obtient de l'attention, lui obtient tout ce qu'elle veut. Richard et moi allons nous marier ce soir au lieu de vous deux demain. N'est-ce pas romantique? Une vraie histoire d'amour. Avant de poursuivre cette trahison choquante, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires sur la loyauté familiale et la défense de ce qui est juste. Si vous pensez que les femmes méritent mieux que la manipulation et les mensonges, veuillez vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre ceci. Maintenant, voyons comment ce désastre de mariage se déroule. La pièce bascule légèrement. Je m'agrippe au cadre de la porte pour me stabiliser, mes yeux balayant la scène devant moi. Ce n'est pas un cauchemar dont je peux me réveiller. Cela se passe vraiment dans le hall de réception Murphy, le lieu que j'ai réservé il y a 18 mois, pour lequel j'ai versé des acomptes, que j'ai rêvé de parcourir l'allée. Elle réalisa que nous appartenions ensemble. Britney continue, tendant la main à Richard. Il la laisse la prendre, mais ses doigts restent mous, sans vie. Nous nous voyons depuis des mois maintenant. N'est-ce pas, ma chérie? La pomme d'Adam de Richard se balance alors qu'il avale difficilement. Britney, peut-être devrions-nous. Devrions quoi? Elle l'interrompt, sa voix tranchante un instant avant de retrouver sa douceur sirupeuse. Dire à tout le monde comment nous sommes tombés amoureux, comment tu ne pouvais plus me résister. Je regarde le visage de Richard tout au long de cet échange, à la recherche d'un signe de l'homme que je pensais connaître. L'homme qui m'a demandé en mariage il y a 6 mois près du lac où nous avons eu notre premier rendez-vous. L'homme qui a passé des heures à m'aider à planifier notre avenir ensemble. Sa confiance habituelle s'est complètement évaporée, remplacée par quelque chose qui ressemble à de la pure terreur. Maman se rapproche d'eux, son appareil photo numérique prêt. Allez, vous deux, laissez-moi prendre quelques photos. C'est un moment tellement spécial. L'éclair crépite à plusieurs reprises, créant de vifs éclats de lumière qui rendent tout encore plus irréel. Maman, arrête, j'arrive à dire, mais elle me fait signe de la main avec ce geste dédaigneux familier que j'endure toute ma vie. Oh, Suzanne, ne sois pas une rabat-joie. Ces choses arrivent. L'amour trouve son chemin, tu sais. Elle ajuste les réglages de l'appareil photo tout en parlant, sans même me regarder. D'ailleurs, tu es tellement pratique. Tu trouveras quelqu'un de plus approprié. Quelqu'un de plus à ton niveau. La tante Carole apparaît de derrière le bar improvisé, portant des flûtes de champagne qui pétillent et captent la lumière. Je n'arrive tout simplement pas à croire à cette surprise, s'exclame-t-elle, pressant des verres dans les mains de Britney et Richard. Quand avez-vous réalisé que vous étiez faits l'un pour l'autre? C'est comme sorti d'un roman d'amour. C'est arrivé naturellement. Britney ment doucement, acceptant son champagne avec des doigts gracieux. Tu sais comment c'est quand tu rencontres ton âme sœur. Tout le reste s'estompe. Je remarque que Richard n'a pas touché son champagne. Son téléphone vibre dans sa poche et il sursaut comme s'il avait été choqué. L'appareil s'allume à travers sa veste, projetant une brève lueur avant qu'il ne l'éteigne rapidement. Cela se produit 2 fois de plus en l'espace d'1 minute. Chaque fois, cela l'agite davantage. Richard range ce téléphone, réprimande maman, baissant son appareil photo momentanément. C'est ta fête de fiançailles. Fête de fiançailles? Les mots résonnent dans ma tête alors que je me tiens là, toujours inaperçu par la plupart des gens qui remplissent la pièce. Les membres de ma famille élargie, les tantes, les oncles, les cousins que je n'ai pas vus depuis des mois, sont tous là à féliciter le couple heureux, à porter des toasts impromptus au véritable amour. Les mêmes personnes qui étaient censées célébrer mon mariage demain. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je demande,
trouvant enfin ma voix. La pièce devient silencieuse. Tous les regards se tournent vers moi. Certains sympathiques, d'autres agacés par mon interruption de leur festivité. Le sourire de Britney ne faiblit jamais. Oh, Suzanne, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce qui importe, c'est que Richard soit enfin avec la bonne personne. Elle prend une gorgée de champagne, puis ajoute avec une fausse inquiétude, « J'espère que tu ne vas pas rendre les choses difficiles. » Je veux dire, tu ne voudrais pas forcer quelqu'un à t'épouser alors que son cœur appartient à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La cruauté dans ses paroles est enveloppée dans un emballage si doux que la moitié de la pièce pense probablement qu'elle est attentionnée. Mais je connais ma sœur mieux que quiconque. J'ai vécu 29 ans comme son ombre, la regardant charmer sa façon de vivre pendant que je travaille 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. C'est ma robe, dis-je calmement, pointant la soie ivoire qui coule autour de ses pieds comme de l'eau. Oh, cette vieille chose. Britney regarde en bas, comme si elle venait de remarquer ce qu'elle portait. J'espère que ça ne te dérange pas. Elle était juste là dans ta penderie. Et Richard a dit qu'il voulait me voir en blanc. N'est-ce pas, mon amour? La mâchoire de Richard se serre. Il ne me regarde toujours pas directement. Ses yeux dartent entre le sol et les fenêtres, comme s'il cherchait une issue. Quand il parle enfin, sa voix est à peine audible. Suzanne, je peux expliquer. Expliquer quoi? Je m'approche et il recule instinctivement d'un pas. Expliquer comment tu m'as trompé avec ma sœur. Expliquer comment tu portes le costume que tu as acheté pour nos photos de fiançailles pendant qu'elle porte ma robe de mariée. Maintenant, Suzanne, intervient maman, se plaçant entre nous. Il n'y a pas besoin de s'hystériser. Ces choses arrivent. Richard a réalisé qu'il avait fait une erreur. C'est tout. Sois reconnaissante qu'il l'ait compris avant que tu ne t'embarrasses à l'hôtel. M'embarrasser? Comme si être abandonné et trahi était d'une manière ou d'une autre ma faute. Comme si économiser chaque centime pour s'offrir un mariage décent. Travailler en double poste au bureau du greffier du comté. Planifier chaque détail pendant des mois. Comme si tout cela me rendait pathétique plutôt que dévoué. L'oncle Frank, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge inconfortablement. Peut-être que nous devrions tous nous asseoir et en parler calmement. Il n'y a rien à dire, dit fermement Britney, se rapprochant de Richard et passant son bras autour du sien. Richard m'a choisi. Fin de l'histoire. Suzanne doit l'accepter et passer à autre chose. Mais je regarde le visage de Richard et ce que je vois n'est ni amour ni certitude. C'est de la panique. Une panique pure et non diluée. Son téléphone vibre encore et cette fois, quand il le regarde, son visage devient complètement blanc. Ses mains tremblent si fort qu'il laisse tomber l'appareil. Qui continue de t'appeler? Je demande. Personne, dit-il trop vite. Des trucs de travail. Tu sais comment c'est. Mais je sais comment c'est. Et Richard n'a jamais été nerveux à propos des appels de travail. Il a toujours été confiant, presque arrogant à propos de ses affaires. Cette énergie nerveuse est complètement nouvelle, et elle s'aggrave de minute en minute. Les pièces d'un puzzle commencent à se former dans mon esprit, le comportement secret récent de Richard, ses explications vagues sur les voyages du week-end, la façon dont il a évité certains sujets, détourné des questions sur son passé, et maintenant cette réponse paniquée à quiconque essaie de le joindre. Mon téléphone est lourd dans ma poche arrière. Le document que j'ai découvert il y a 3 semaines lors du traitement de routine de la paperasse brûle dans ma mémoire. Je porte cette connaissance depuis 21 jours, vérifiant et revérifiant, espérant que je me trompais, priant pour qu'il y ait une explication innocente. Mais en regardant Richard maintenant, en le regardant s'effondrer en temps réel, je sais qu'il n'y a rien d'innocent à tout cela. Les doigts tremblants, je porte la main à ma poche arrière et en sors mon téléphone. L'appareil semble alourdi par la connaissance que je porte depuis 3 semaines. Le visage de Richard passe de pâle à complètement livide quand il me voit faire défiler mes photos. Qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone, Suzanne? Exige Britney, sa voix tranchante d'une soudaine incertitude. Je trouve ce que je cherche et je lui montre l'écran. C'est une photo d'un certificat de mariage, clair comme le jour. Richard Thomas Mitchell, marié à Jennifer Martinez le 15 août, il y a 2 ans. Phoenix, Arizona. La pièce devient complètement silencieuse. 3 semaines plus tôt, j'avais un mardi ordinaire au bureau du greffier du comté. La pluie d'automne battait contre les fenêtres alors que je travaillais à ma routine matinale habituelle.
traiter les certificats de mariage, vérifier leur complétude, les classer par ordre chronologique. La pile sur mon bureau était particulièrement épaisse ce jour-là. Apparemment, octobre était populaire pour les mariages à la mairie. J'étais à mi-chemin de la pile quand le nom de Richard m'a sauté aux yeux comme un panneau au néon. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Il était là, imprimé sur papier à en-tête officielle du comté. Richard Thomas Mitchell, mais ce n'était pas notre paperasse. Je n'avais pas encore traité de documents relatifs à notre prochain mariage. Mes mains ont commencé à trembler alors que je lisais la date, le 15 août, il y a 2 ans. Le nom de la mariée était Jennifer Martinez, et la cérémonie avait eu lieu à Phoenix, Arizona. Ma première pensée a été une erreur administrative. Quelqu'un avait classé des documents dans le mauvais comté. Ou peut-être qu'il y avait un autre Richard Mitchell avec le même deuxième prénom. Mais en examinant le document de plus près, mon estomac a commencé à s'affaisser. Sa date de naissance correspondait parfaitement. Ses parents, William et Margaret Mitchell, étaient listés comme témoins. Les mêmes parents qui m'avaient serré fort à dîner de Noël l'année dernière et m'avaient dit à quel point ils étaient heureux de m'accueillir dans la famille. La signature en bas était indubitablement la sienne. J'avais vu Richard signer des chèques, des baux, des cartes de Saint-Valentin. Je connaissais la façon dont il bouclait ses A et croisait ses T. J'ai photocopié le certificat avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. La lumière vive de la machine semblait brûler l'image dans mes rétines, la preuve que l'homme que j'étais censé épouser dans 6 semaines avait été marié à quelqu'un d'autre il y a seulement 2 ans, quelqu'un qu'il n'avait jamais mentionné, quelqu'un dont il avait complètement effacé l'existence de son histoire personnelle. Ce soir-là, je n'ai pas pu manger le dîner que j'avais préparé. Je n'ai pas pu me concentrer sur l'émission de télévision que je suivais. À minuit, j'étais assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, utilisant mon accès aux bases de données de dossiers publics pour rechercher plus d'informations sur Jennifer Martinez. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Document de divorce déposé il y a 8 mois dans le comté de Maricopa, Arizona. Jennifer Martinez contre Richard Thomas Mitchell. Les premières dépôts citaient des différences irréconciliables, mais les pièces justificatives racontaient une histoire beaucoup plus sombre. Page après page d'allégations qui faisaient trembler mes mains en les lisant. Fraude financière systématique et fausse déclaration d'actifs. Fausse déclaration concernant le statut professionnel et le revenu. Abandon du domicile conjugal sans préavis ni explication. Et la phrase qui m'a donné la nausée, vol d'avoirs conjugaux conjoints s'élevant à $37 000. Jennifer Martinez avait totalement confiance en Richard. Elle avait combiné leurs comptes bancaires, mis son nom sur ses cartes de crédit, l'avait aidé à établir du crédit professionnel en utilisant sa solide situation financière comme garantie. Puis un matin, elle s'était réveillée pour le trouver parti avec chaque sou qu'ils avaient économisé ensemble. J'ai passé le reste de cette nuit à imprimer des documents, à vérifier des dépôts de tribunal, à suivre une piste qui peignait Richard comme un prédateur calculateur. Les procédures de divorce avaient été désordonnées et prolongées parce que Jennifer ne parvenait pas à localiser Richard pour lui signifier des papiers. Il avait disparu si complètement qu'elle avait dû publier des avis légaux dans les journaux, espérant qu'il refait surface assez longtemps pour répondre à la pétition de divorce. Le lendemain matin au travail, j'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative. Mes collègues discutaient de leur projet de week-end pendant que j'étais assise à mon bureau, fixant les preuves de la tromperie de Richard. Quand mon superviseur a posé des questions sur les préparatifs du mariage, j'ai réussi à sourire et à donner des réponses joyeuses pendant que mon monde s'effondrait intérieurement. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé à notre banque et j'ai demandé des relevés détaillés de notre compte d'épargne joint. La caissière, Madame Patterson, me connaissait depuis que j'étais adolescente et discutait chaleureusement pendant qu'elle imprimait les relevés. Une période si excitante pour vous, cher, a-t-elle dit, en me tendant les papiers. Planifier un mariage doit être tellement de travail. Si seulement elle savait. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la banque, en examinant des mois de transactions. De petits retraits d'abord, chacun accompagné d'explications raisonnables de la part de Richard, 2 cents pour la compte du photographe, 5 cents pour les ajustements de traiteur, 3 cents pour des fleurs supplémentaires. Le montant semblait modeste. Des dépenses de mariage typiques que j'avais été heureuse de partager. Mais lorsque j'ai recoupé ces retraits avec nos contrats réels avec les fournisseurs, rien ne correspondait. Le photographe avait reçu un montant complètement différent de ce que Richard prétendait avoir payé. Le fleuriste n'a montré aucun enregistrement de la compte qu'il avait mentionné.
Le contrat du traiteur reflétait un calendrier de paiement qui ne ressemblait en rien à nos relevés bancaires. Richard me volait systématiquement sur notre compte joint depuis des mois en utilisant la planification de notre mariage comme couverture pour son vol, tout comme il l'avait fait à Jennifer Martinez. J'ai commencé à prendre des notes détaillées dans un carnet que j'avais acheté à la pharmacie. Chaque incohérence, chaque explication vague, chaque signal d'alarme que j'avais écarté au cours de notre relation d'1 an et demi, sa montre chère qui était apparue soudainement prétendument une prime de performance de travail. Les costumes de créateur qui semblaient dépasser sa fourchette de salaire déclaré. Sa réticence à discuter de son travail en termes spécifiques ou à me présenter des collègues. Le plus troublant était les voyages d'affaires à Phoenix qu'il avait mentionnés de manière décontractée au cours de la dernière année. Rencontres avec des clients, avait-il dit, conférences sectorielles, opportunités de réseautage. Maintenant, je comprenais le véritable objectif de ces voyages. Il ne bâtissait pas de relations professionnelles. Il entretenait sa double vie, surveillant sa femme abandonnée pendant qu'elle luttait pour reconstruire ses finances et le localiser pour des procédures de divorce. À la fin de cette première semaine d'enquête, j'ai découvert des transferts bancaires vers des comptes dans le Colorado et l'Oregon, des États où Richard prétendait n'avoir jamais voyagé. Des recherches sur les réseaux sociaux ont révélé des fragments de relations avec des femmes dans les deux endroits, bien que la plupart des profils aient été rapidement supprimés ou rendus privés lorsque j'ai essayé de creuser plus profondément. Le schéma est devenu clair à mesure que j'assemblais davantage de pièces du puzzle. Richard était un escroc en série qui ciblait des femmes dans la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Des femmes financièrement stables et émotionnellement prêtes à s'engager. Il s'installait dans leur vie, obtenait l'accès à leurs ressources, puis disparaissait lorsque la situation devenait trop compliquée ou lorsqu'il avait extrait le bénéfice maximum. J'ai créé une chronologie s'étendant sur 3 ans, cartographiant les déplacements de Richard à travers les États. Chaque lieu représentait une autre femme, une autre victime, une autre vie qu'il avait endommagée tout en construisant sa prochaine opportunité. Jennifer Martinez n'était pas un incident isolé. Elle faisait partie d'un schéma calculé de dévastation financière et émotionnelle. La découverte la plus déchirante est survenue au cours de ma 2e semaine d'enquête. Des dossiers de pension alimentaire pour enfants du tribunal de la famille de l'Arizona montraient Jennifer Martinez se battant pour collecter des paiements pour une fille de 4 ans nommée Sophia, la fille biologique de Richard, une petite fille qu'il avait abandonnée avec sa mère, les laissant sans rien pendant qu'il passait à établir sa prochaine relation frauduleuse. Chaque soir après le travail devenait un rituel de documentation. J'étalais des dossiers de tribunal sur ma table de cuisine, photographiais des relevés bancaires, numérisais des documents juridiques. Ma salle à manger ressemblait à un tableau de preuves de détective avec des chronologies scotchées au mur et des dossiers organisés par état et par victime. J'étais méthodique à ce sujet, abordant l'enquête avec le même souci du détail qui me faisait bien faire mon travail. Mais ce n'était pas de la paperasse de routine. C'était la preuve d'un comportement criminel systématique de la part de l'homme en qui j'avais eu confiance pour mon avenir. L'homme qui m'avait convaincu qu'il était prêt à construire une vie ensemble. 3 semaines à porter cette connaissance tout en faisant semblant que tout était normal. 3 semaines à regarder Richard planifier notre mariage, sachant qu'il avait fait exactement la même chose avec d'autres femmes. 3 semaines à me demander si j'aurais le courage de le dénoncer ou si je finirais comme Jennifer Martinez, ruiné financièrement et brisé émotionnellement pendant qu'il passerait à la destruction de la confiance de quelqu'un d'autre. Debout ici dans le hall Murphy, regardant l'homme que je pensais aimer s'effondrer en reconnaissant les preuves sur l'écran de mon téléphone, j'ai enfin ma réponse. L'employé méthodique en moi a bâti un dossier inébranlable, et Richard sait que ces mensonges soigneusement construits sont sur le point de s'effondrer complètement. Richard fait un pas tremblant en arrière en voyant le certificat de mariage sur l'écran de mon téléphone. Son visage est passé de pâle à gris, et des gouttes de sueur se forment le long de sa racine des cheveux malgré la climatisation fraîche du hall Murphy. Ce n'est pas ce que ça semble, bredouille-t-il, sa confiance habituelle complètement brisée. Vraiment ? Je glisse vers la photo suivante, la procédure de divorce de Jennifer. Alors expliquez-moi ça. Le silence s'étire inconfortablement alors que tout le monde dans la pièce se penche pour mieux voir mon téléphone. Mais je n'ai pas fini. J'ai passé 3 semaines à construire ce dossier, et je vais présenter chaque pièce de preuve que j'ai recueillie. Jennifer Martinez, ai-je annoncé à la pièce. Enseignante en maternelle à Phoenix, 28 ans quand il l'a épousée, Richard. Elle pensait avoir trouvé son âme sœur. J'ai glissé vers un autre document, une déclaration d'impact de victime que Jennifer avait déposée auprès du tribunal.
Je l'avais trouvée enfouie profondément dans les procédures judiciaires. Un récit déchirant sur la façon dont Richard avait systématiquement démantelé sa vie. Elle travaillait à Sunrise Elementary, enseignant en première année. Avait son propre appartement, sa propre voiture, 23 000 $ d'économies provenant d'années de budgétisation minutieuse. Ma voix reste stable alors que je lis sa déclaration. Elle vous a rencontré dans un café près de son école. Vous lui avez dit que vous étiez récemment divorcé, que vous travailliez comme consultant en affaires, que vous séjourniez temporairement dans des hôtels de longue durée pendant que vous cherchiez le bon endroit pour vous installer. Le sourire confiant de Britney commence à vaciller. Suzanne, qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? C'est de l'histoire ancienne. Histoire ancienne. Je ris, mais il n'y a pas d'humour là-dedans. Richard a épousé Jennifer le 15 août, il y a 2 ans. Nous avons commencé à sortir 6 mois plus tard, en février, ce qui signifie qu'il était toujours marié quand il m'a demandé mon numéro à cette librairie du centre-ville. Le téléphone de Richard vibre encore, et cette fois quand il le regarde, ses mains tremblent si fort qu'il laisse presque tomber l'appareil. J'aperçois l'écran. Plusieurs appels manqués d'un indicatif régional de Phoenix. Jennifer n'est pas seulement de l'histoire ancienne, Britney. C'est de l'actualité, surtout depuis que Richard ne l'a jamais officiellement divorcée. La pièce explose de murmures choqués. L'appareil photo de maman pend oublié dans ses mains. La tante Carole pose son verre de champagne si fort qu'il sonne contre la table. C'est impossible, dit maman d'une voix faible. Il ne peut pas t'épouser s'il est déjà marié à quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ce qu'on appelle la bigamie, maman. C'est un crime grave. J'ai glissé vers un autre document, le cas de pension alimentaire pour enfants qui m'avait tenu éveillé pendant 3 nuits d'affilée. Mais la situation de Jennifer s'aggrave. Bien pire car 4 mois après leur mariage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Le visage de Britney devient blanc. Richard a l'air de pouvoir s'évanouir. Sophia Martinez, née le 10 juin, il y a 4 ans. La fille biologique de Richard. Je lui montre une photo que j'avais trouvée grâce à ma recherche de dossiers publics. Un dépôt judiciaire qui comprenait une photo d'une belle petite fille aux cheveux sombres et aux yeux verts distinctifs de Richard. Il les a abandonnées toutes les deux quand Sophia avait 6 mois. Il a disparu un matin pendant que Jennifer était au travail, emportant chaque sou de leur compte conjoint, les bijoux anciens de sa grand-mère, et même les formules pour bébé qu'elle avait achetées en gros. Le silence dans le hall Murphy est assourdissant. Même le personnel de restauration a arrêté de mettre en place les tables pour écouter. Jennifer travaille depuis 2 emplois, ai-je continué, ma voix devenant plus forte à chaque révélation. Enseigner pendant la journée, nettoyer des bureaux la nuit, essayant de joindre les 2 bouts tout en élevant un enfant en bas âge seul. L'État de l'Arizona essaie de collecter la pension alimentaire pour Richard depuis 3 ans. C'est pourquoi il change constamment de numéro de téléphone. Pourquoi il ne reste jamais plus de quelques mois à la même adresse. Le téléphone de Richard vibre encore. Cette fois, il ne le regarde même pas. Mais Jennifer n'est pas la seule victime de Richard. J'ai glissé vers un nouvel ensemble de documents. Maria Santos, Denver, Colorado. Relation commencée il y a 18 mois, terminée il y a 10 mois quand Richard a disparu avec l'argent de son héritage, 28 000 $ que son grand-père lui avait laissé. J'avais passé des jours à retracer l'histoire de Maria à travers des publications sur les réseaux sociaux, des dépôts judiciaires et des rapports de crédit. Elle était plus prudente dans le partage de détails publiquement, mais la dévastation financière était claire d'après les documents juridiques. Maria était une infirmière praticienne, 32 ans, possédait son propre condo, avait un excellent crédit. Richard lui a raconté la même histoire. Récemment divorcé, consultant, famille, argent bloqué dans des procédures judiciaires. Il a emménagé après 3 mois. L'a convaincu d'ajouter son nom à ses comptes bancaires pour simplifier leurs finances en vue de leur prochain mariage. Je regarde directement Britney pendant que je continue. Ça vous dit quelque chose? La même chronologie rapide, la même intégration financière, les mêmes promesses de construire un avenir ensemble. Ensuite, il y a Rebecca Chin à Portland, Oregon. Physiothérapeute, 31 ans. La relation de Richard avec elle s'est chevauchée avec celle de Maria pendant 4 mois. Il a dit à Rebecca que Maria était une partenaire commerciale qui l'aidait à transférer sa pratique de conseil sur la côte ouest. Les documents que j'avais découverts sur Rebecca étaient les plus récents et les plus troublants. Richard était avec elle jusqu'à 2 mois avant qu'il ne me demande en mariage,
ce qui signifiait qu'il jonglait avec 3 relations simultanément avant de concentrer son attention sur moi comme prochaine cible principale. Rebecca a perdu sa voiture, son dépôt pour un appartement qu'ils étaient censés emménager ensemble, et 15 000 $ de dettes de carte de crédit que Richard avait accumulées en utilisant des cartes qu'il l'avait convaincu d'obtenir en leurs 2 noms. J'ai fait une pause, laissant cela s'installer. Elle a déposé un rapport de police, mais comme il avait traversé les frontières, c'est devenu une affaire fédérale. Elle est toujours aux prises avec des problèmes de crédit et des huissiers de justice. Richard s'affaisse contre le mur, son téléphone continuant de vibrer incessamment dans sa main. L'homme confiant et charmant que je pensais connaître a complètement disparu, remplacé par quelqu'un qui semble acculé et désespéré. Le schéma est toujours le même, ai-je expliqué à mes membres de famille choqués. Richard identifie des femmes financièrement stables dans la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Des femmes émotionnellement prêtes à s'engager, qui ont des actifs auxquels il peut accéder, qui font facilement confiance parce qu'elles recherchent un partenariat authentique. Je me suis tourné directement vers Richard. Tu nous as raconté les mêmes mensonges à chacune d'entre nous. Récemment divorcé, travaillant dans le conseil, argent de famille bloqué au tribunal des successions. Tu as emménagé rapidement, tu as eu accès aux finances, puis tu as créé des urgences qui nécessitaient que tu déménages pour le travail. Tu as promis de me faire venir une fois que tu serais établi dans ta nouvelle ville. Britney regarde Richard avec une horreur croissante. Est-ce vrai? Es-tu vraiment marié à quelqu'un d'autre? Richard ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Son téléphone vibre encore, et cette fois je peux l'entendre clairement. Un appel téléphonique d'un indicatif régional de Phoenix. C'est probablement Jennifer, dis-je calmement. Je l'ai contactée hier et je lui ai dit où tu serais aujourd'hui. Elle essaie de te signifier des papiers de divorce depuis 8 mois, mais tu continues de fuir. Elle mentionne aussi quelque chose sur l'application de la pension alimentaire pour enfants qui te retrouve enfin. Le sang quitte complètement le visage de Richard. Mais la découverte la plus intéressante, ai-je continué, savourant ce moment après 3 semaines à porter cette horrible connaissance seule, c'est comment tu es arrivé à moi en premier lieu. Je me tourne vers ma sœur, qui a soudainement l'air très mal à l'aise dans ma robe de mariée volée. Britney, tu te souviens quand tu ne cessais de suggérer que Richard semblait distant? Quand tu as offert de lui parler de sœur à sœur du stress du mariage? Quand tu m'as convaincu qu'il avait besoin d'espace pour traiter ses sentiments concernant l'engagement? La compréhension éclaire plusieurs visages dans la pièce. Tu ne m'aidais pas, n'est-ce pas? Tu te positionnais comme sa confidente, son soutien émotionnel pendant nos problèmes relationnels. Des problèmes que tu créais activement. La bouche de Britney s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de l'eau. Tu as sapé ma relation avec Richard pendant des mois, n'est-ce pas? Ses commentaires décontractés sur la façon dont il semblait dépassé. Ses suggestions que nous allions peut-être trop vite avec la planification du mariage. Tu semais systématiquement le doute tout en te présentant comme la sœur compréhensive qui le comprenait vraiment. Les pièces de la manipulation familiale se mettent en place aussi clairement que les preuves des crimes de Richard. La question est, dis-je, en regardant entre ma sœur et mon fiancé frauduleux. Tu savais ce qu'il était vraiment quand tu as décidé de le voler? Ou tu n'es que sa prochaine victime? Le visage de Britney rougit alors que ma question plane dans l'air. Le masque confiant qu'elle portait toute la soirée se fissure finalement, révélant quelque chose de brut et de désespéré en dessous. Bien sûr que non, j'ai dit, mais sa voix vacille. Comment aurais-je pu savoir qu'il était? Que as-tu appelé ça? Un criminel. Vraiment? Je fais un pas en avant et elle recule instinctivement. Parce que tu poursuis Richard depuis des mois, Britney, bien avant le petit spectacle de ce soir. Maman se place rapidement entre nous, ses instincts protecteurs entrant en jeu pour sa fille préférée. Suzanne, ça suffit. Tu es inutilement cruelle envers ta sœur. La défense automatique de Britney, même maintenant, même avec des preuves accablantes de trahison, allume quelque chose en moi que j'ai gardé enfoui pendant 29 ans. Cruelle. Je tourne mon attention vers maman et elle recule effectivement d'un pas en voyant mon regard. Parlons de la cruauté, maman. Parlons de ton rôle dans tout ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire, dit-elle, mais sa voix manque de conviction. Il y a 3 semaines, quand je luttais avec ce que j'avais découvert sur Richard, quand j'essayais de trouver comment gérer cette situation, je t'ai appelé. Tu te souviens de cette conversation? Le visage de maman devient pâle autour de nous. Les membres de la famille élargie ont formé un cercle lâche, comme des spectateurs d'un accident.
Tu m'as dit que j'étais paranoïaque. Tu as dit que les hommes qui réussissent comme Richard ont des passés compliqués et que je devrais arrêter de fouiller dans des choses qui ne me regardent pas. Je sors mon téléphone et glisse vers un enregistrement vocal. En fait, tes mots exacts étaient « Peut-être que tu devrais te concentrer sur le fait d'être le genre de femme qu'un homme comme ça voudrait garder. » J'appuie sur lecture. La voix de maman remplit le hall, petite mais claire à travers le haut-parleur de mon téléphone. Suzanne, chérie, tu suranalyses. Richard est une prise. Peut-être qu'au lieu de chercher des problèmes, tu devrais être heureuse que quelqu'un comme lui ait choisi quelqu'un comme toi. Le silence qui suit est assourdissant. Plusieurs membres de la famille échangent des regards mal à l'aise. Quelqu'un comme moi, je répète, en regardant directement maman. Qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et il y a 2 semaines, quand j'ai mentionné que j'étais préoccupé par des divergences financières, tu m'as dit d'arrêter d'être si contrôlante et tu as suggéré que je laissais Richard gérer les décisions financières parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui remettent en question leur jugement. La tante Carole se déplace inconfortablement. Patricia, tu n'as pas vraiment dit ça. Si, je confirme. Mais voici la partie intéressante. Au moment où j'appelais maman pour obtenir du soutien et des conseils, Britney faisait déjà son coup sur Richard. N'est-ce pas, maman? L'accusation plane lourdement dans l'air. La bouche de maman s'ouvre et se ferme sans produire de son. Par l'heure du rendez-vous au café, maman. Les yeux de Britney s'agrandissent de panique. Suzanne, ne fais pas ça. Il y a 2 semaines, maman a invité Richard à prendre un café sans moi pour mieux le connaître avant le mariage. Je regarde autour de la pièce, les visages choqués. Sauf qu'elle ne l'a pas invité seule. Elle a invité Britney à une petite séance de rapprochement familial à laquelle je ne suis apparemment pas invité. Maman trouve enfin sa voix. Ce n'était pas comme ça. Nous voulions juste. Tu voulais quoi? Donner à Britney une chance de charmer mon fiancé? Pour voir si elle pouvait détourner son regard de la fille ennuyeuse et pratique. Tu déformes tout, dit maman, mais sa voix est faible. Nous essayons d'aider. Aider qui? Parce que ce n'était certainement pas moi. Je me tourne pour m'adresser à toute la pièce. Pendant des semaines, j'ai reçu des conseils de ma mère pour donner de l'espace à Richard, pour arrêter d'être si needy, pour le laisser respirer. Pendant ce temps, ma sœur suivait le même conseil en sens inverse, se rendant disponible chaque fois que Richard avait besoin de quelqu'un à qui parler. L'oncle Frank s'éclaircit la gorge. Patricia, est-ce vrai? Frank, c'est compliqué, dit maman. Tu ne comprends pas la situation. Alors explique-le. Je le mets au défi. Explique comment tu as encouragé Britney à poursuivre mon fiancé tout en me disant de me retirer et d'arrêter d'être paranoïaque à propos de son comportement. La pièce attend sa réponse. Quand elle arrive, elle est dévastatrice dans sa cruauté désinvolte. Britney est juste, elle a toujours été la plus jolie. Suzanne, plus extravertie, plus amusante. Les hommes sont naturellement attirés par elle. J'ai pensé que si Richard allait s'égarer de toute façon, au moins cela resterait dans la famille. Les mots frappent la pièce comme un coup physique. Plusieurs personnes allaient auditivement. Le verre de champagne de la tante Carole lui glisse des doigts et se brise sur le sol. S'il allait s'égarer de toute façon, je répète lentement. Donc, tu l'as activement facilité. Je te protégeais contre le fait d'être blessé plus tard, insiste maman, mieux vaut le découvrir maintenant que de le faire après que tu sois marié en encourageant ma sœur à le voler. En laissant la nature suivre son cours. S'il t'aimait vraiment, il n'aurait pas été tenté. Le blâme de la victime est si décontracté, si factuel que ça me coupe le souffle. C'est la femme qui m'a élevé, qui était censée me protéger, qui aurait dû être dans mon coin pendant la trahison la plus dévastatrice de ma vie. Britney trouve enfin sa voix. Suzanne, je t'aidais. J'ai vu qu'il n'était pas vraiment engagé. Je te sauvais d'une énorme erreur. Me sauver? Je ris et le son est dur dans la pièce silencieuse. Tu me sauvais en portant ma robe de mariée et en annonçant votre éloignement lors de mon dîner de répétition. Je t'ai rendu service. Le masque de Britney a complètement disparu maintenant, révélant la personne privilégiée et égoïste qu'elle a toujours été. Il n'a jamais vraiment été à toi de toute façon. Tu es trop sérieuse pour quelqu'un comme Richard. Trop pratique. Les hommes comme lui ont besoin de quelqu'un qui peut les suivre.
Les suivre? Tu veux dire quelqu'un qui est prêt à ignorer d'énormes drapeaux rouges? Quelqu'un qui ne poserait pas de questions gênantes sur des voyages d'affaires mystérieux et des irrégularités financières. Quelqu'un d'amusant, dit Britney. Quelqu'un qui ne transforme pas tout en enquête. Quelqu'un qui sait simplement être heureux au lieu de chercher constamment des problèmes. L'ironie est à couper le souffle. Elle pense qu'elle a gagné le gros lot, complètement inconsciente du fait qu'elle est en fait la prochaine victime dans le schéma de Richard. Regarde autour de cette pièce, Brittany. Je désigne notre famille élargie, dont beaucoup la regardent avec choc. Regarde les preuves que je viens de présenter. Richard est un criminel. Il a commis une fraude, une bigamie et un abandon d'enfant dans plusieurs États. Et ta réponse est que tu m'as rendu service en t'impliquant avec lui. Tu exagères, dit-elle. Mais une incertitude se glisse dans sa voix pour la première fois. Richard, dis-moi à propos de Jennifer. Dis-lui à propos de Sophia. Richard, qui est resté silencieux pendant cette confrontation familiale, a l'air de vouloir disparaître complètement. Son téléphone a cessé de vibrer, mais ses mains tremblent toujours. Dis-lui à propos des 37 000 $ que tu as volés à ta femme. Je continue. Dis-lui à propos de la pension alimentaire que tu dois. Dis-lui à propos de Maria et Rebecca et de la dévastation financière que tu as laissée derrière toi. C'est tout dans le passé, marmonne Richard. Le passé? Tu es toujours légalement marié à Jennifer. Tu dois toujours la pension alimentaire. Le FBI enquête toujours sur toi pour fraude interétatique. C'est très présent, Richard. Je me retourne vers ma sœur. Et tu penses avoir gagné quelque chose? Tu penses avoir sauvé le meilleur homme? Britney regarde la robe de mariée qu'elle porte, ma robe. Et pour la première fois ce soir, le doute traverse son visage. Papa, qui est resté silencieux pendant toute cette confrontation, parle enfin. Sa voix est calme, résignée. Patricia, depuis quand cela dure-t-il? Maman se tourne vers lui avec surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Le favoritisme, la manipulation? Depuis combien de temps joues-tu nos filles l'une contre l'autre? C'est la première fois que j'entends papa s'adresser directement au traitement que maman nous réserve. Après 29 ans de silence, il pose enfin la question qui devait être posée il y a des décennies. Je n'ai joué personne contre personne, proteste maman. J'aime mes deux filles pareillement. Non, dit fermement papa. Tu ne le fais pas. Tu ne l'as jamais fait. Et ce soir, en te voyant saboter activement la relation de Suzanne pour le bénéfice de Britney, je ne peux plus prétendre ne pas le voir. La pièce retombe dans le silence. Les membres de la famille élargie qui ont été témoins pendant des années de cette dynamique la voient enfin reconnue à voix haute. La cousine Janet, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prend la parole. Tante Patricia, nous l'avons tous vu. Les différentes attentes, les différentes conséquences. Suzanne n'a jamais pu s'en tirer avec la moitié des choses que Britney a faites au fil des ans. Ce n'est pas vrai, dit maman faiblement. C'est vrai, ajoute tranquillement l'oncle Robert. Nous avons tous vu arriver. Nous n'avons juste rien dit parce que ce n'était pas notre place. Le réseau de complicité familiale se défait enfin. 30 ans de silence et d'habilitation exposés en une seule conversation dévastatrice. La révélation de décennies de complicité familiale plane lourdement dans le hall Murphy lorsque le téléphone de Richard éclate soudainement avec une sonnerie différente. Pas le buzz habituel, mais un appel réel qu'il ne peut ignorer. Le son coupe la tension comme un couteau, et tout le monde se tourne vers lui. Il tripote l'appareil, ses mains tremblent si fort qu'il le laisse presque tomber. L'identifiant de l'appelant indique clairement un indicatif régional de Phoenix. Après 3 sonneries, il répond enfin. Bonjour. Sa voix est à peine audible. Même de l'autre côté de la pièce, nous pouvons entendre la voix d'une femme, nette de colère et de désespoir. Le visage de Richard passe de gris à vert. Jennifer, je peux expliquer. Commence-t-il, mais la voix le coupe. La conversation à sens unique continue pendant 30 secondes avant que Richard n'éloigne le téléphone de son oreille et ne termine l'appel avec des doigts tremblants. Qui était-ce? Demande Britney, bien qu'à son expression, elle commence à comprendre. Personne. Richard ment automatiquement. Mais sa voix se fissure sur le mot. Juste des trucs de travail. Je m'avance, mon téléphone toujours à la main. C'était ta femme, n'est-ce pas, Richard?
Jennifer Martinez, l'enseignante en maternelle que tu as abandonnée avec ta fille. Ex-femme, corrige-t-il désespérément. Nous sommes divorcés. La paperasse a juste été retardée à cause de problèmes de juridiction entre États. Montre-nous le décret de divorce, je le mets au défi. La bouche de Richard s'ouvre et se ferme comme un poisson haletant. Je ne l'ai pas avec moi. Il est à mon appartement. Pratique. J'ai glissé vers un autre document sur mon téléphone car selon le département des archives vitales de l'Arizona, aucun divorce n'a été finalisé entre toi et Jennifer Martinez. Tu es toujours légalement marié, ce qui fait que tes fiançailles avec moi et maintenant avec Britney constituent une bigamie. Le mot plane dans l'air comme un nuage toxique. Brittany recule instinctivement de Richard, sa main volant à sa gorge. Attends, dit-elle lentement. Si tu es toujours marié à quelqu'un d'autre, alors qu'est-ce que nous faisons ici exactement? Qu'est-ce que c'était que cette histoire d'éloignement? Richard se passe les mains dans les cheveux, les laissant en désordre. Des taches de sueur sont visibles sur sa chemise habillée malgré la climatisation fraîche. Britney, ma chérie, tu dois comprendre que la situation est compliquée. Jennifer et moi, nous n'étions jamais vraiment compatibles. Ce que nous avons est réel. Réel. La voix de Britney s'élève. Ce que nous avons? Nous sommes ensemble depuis quoi? 2 mois. Et tu es toujours marié à quelqu'un d'autre. 3 mois. Richard corrige automatiquement, puis réalise son erreur. Je fais le calcul rapidement. 3 mois. Ce qui signifie que tu as commencé à sortir avec ma sœur en juillet. 2 mois avant de me demander en mariage. Le calendrier frappe tout le monde dans la pièce simultanément. Richard ne me trompait pas seulement avec Britney. Il nous trompait toutes les deux tout en étant toujours légalement marié à Jennifer. Combien de femmes es-tu impliqué en ce moment? Je demande directement. Ce n'est pas comme ça. Richard proteste, mais sa crédibilité est complètement nulle. Suzanne, tu dois me croire. Ce que Britney et moi avons, c'est juste arrivé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Britney le regarde avec une horreur grandissante. Aller aussi loin? Tu m'as demandé de m'éloigner avec toi ce soir. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que nous étions des âmes sœurs. Nous le sommes. Richard insiste, tendant la main. Elle repousse sa touche. Britney, ne laisse pas Suzanne empoisonner ce que nous avons. Elle est juste jalouse parce qu'elle n'a pas pu me garder. La tentative de manipulation est si transparente que plusieurs personnes dans la pièce ricanent même ouvertement. Te garder. Je ris, mais il n'y a pas d'humour là-dedans. Richard, j'ai passé 3 semaines à documenter tes activités criminelles dans 4 États. Crois-moi, je n'essaie pas de garder quoi que ce soit. J'ai glissé vers un nouvel écran sur mon téléphone, un relevé bancaire de notre compte joint. Parlons de ces cadeaux romantiques que tu as achetés pour ma sœur. Les dîners chers, l'escapade du week-end dans ce bed and breakfast dans le pays du vin. Comment as-tu payé pour ça, Richard? Son visage devient pâle à nouveau. Mon travail de conseil va très bien. Ton travail de conseil que personne ne peut vérifier. L'entreprise qui n'a pas d'adresse de bureau, pas de site web, pas de client que quelqu'un peut réellement contacter. Je montre le relevé bancaire à la pièce. Ces frais ont été effectués sur notre carte de crédit commune. Richard, la carte qui est censée être pour les dépenses de mariage. Britney attrape le téléphone pour regarder elle-même le relevé. Son visage se transforme en voyant les charges. Le restaurant où Richard l'a emmené pour leur premier dîner romantique. L'hôtel-boutique où ils ont passé le week-end dernier. Le magasin de bijoux où il lui avait acheté les boucles d'oreilles qu'elle porte en ce moment. Tu as payé nos rendez-vous avec l'argent de Suzanne. Sa voix est à peine un murmure. Ce n'est pas comme ça, dit Richard désespérément. La situation financière est temporaire. J'allais tout rembourser avant le mariage. Quel mariage? Demandai-je vivement. Tu ne peux légalement pas épouser quelqu'un tant que tu es toujours marié à Jennifer. Le divorce sera bientôt prononcé. Il n'y a pas de divorce, j'interromps. J'ai appelé le palais de justice de Phoenix hier. Tu n'as jamais demandé le divorce, encore moins l'annulation. Jennifer essaie de te signifier des papiers depuis des mois, mais tu continues de fuir. Le téléphone de Richard sonne à nouveau. Le même indicatif régional de Phoenix. Cette fois, il ne répond pas,
mais le son remplit la pièce silencieuse comme une accusation. Britney regarde le relevé de carte de crédit avec une horreur grandissante. La chambre d'hôtel le week-end dernier. Celle où tu as dit vouloir officialiser les choses entre nous. Tu l'as facturée sur ton compte joint avec Suzanne. Britney, s'il te plaît. Tu as fait l'amour avec moi dans une chambre d'hôtel que ma sœur a payée. Sa voix est plate, sans émotion, pendant que tu étais toujours marié à une autre femme, pendant que tu étais fiancé à Suzanne. La brutale réalité de la situation commence enfin à s'installer pour tout le monde dans la pièce. Richard ne jonglait pas avec deux relations. Il gérait un réseau complexe de tromperies impliquant plusieurs femmes dans plusieurs États, tout en maintenant une façade de succès professionnel légitime. Combien du prétendu succès de Richard était réel? Demande doucement l'oncle Frank. Je sors un autre document sur mon téléphone. Selon les déclarations de revenus que j'ai trouvées par le biais de recherche de dossiers publics, le revenu annuel déclaré de Richard pour les 2 dernières années a été inférieur à 30 000 $. Tout le reste, les vêtements chers, la belle voiture, les dates somptueuses, étaient financés par l'argent volé aux femmes qu'il manipulait. La tante Carole s'assoit lourdement sur une des chaises de réception. Il a vécu de l'argent des autres pendant tout ce temps, les économies de Jennifer, l'héritage de Maria, les cartes de crédit de Rebecca, notre compte commun. Je regarde directement Richard. Tu n'es pas un consultant prospère. Tu es un escroc professionnel qui cible les femmes pour un gain financier. Richard fait une dernière tentative désespérée de contrôle des dommages. Suzanne, tu sors tout de son contexte. Oui, j'ai fait des erreurs, mais ce que Britney et moi avons est différent. Elle m'a séduit. Elle m'a poursuivi sans relâche. J'essayais de trouver un moyen de rompre avec elle et de revenir vers toi. Le mensonge est si flagrant que même maman a l'air choquée. Le visage de Britney se durcit. Je t'ai séduit. C'est toi qui m'as approché au café. C'est toi qui as dit que Suzanne ne te comprenait pas. C'est toi qui as suggéré que nous continuions à nous rencontrer en secret. Tu étais vulnérable, dit Richard, changeant de tactique. Tu étais jalouse de la relation de ta sœur. J'essayais d'être un bon ami et les choses ont dérapé. La tentative de gaslighting tombe complètement à plat. Britney n'est peut-être pas stupide. Elle peut voir le schéma maintenant. Les mêmes techniques de manipulation qu'il a utilisées sur plusieurs femmes. Tu m'as dit que Suzanne était frigide, dit-elle froidement. Tu as dit qu'elle était contrôlante et paranoïaque. Tu as dit qu'elle ne t'appréciait pas comme moi. Il a dit à Jennifer que sa petite amie précédente était mentalement instable, j'ajoute. Il a dit à Maria que son ex-femme était abusive. Toujours la victime. Toujours le parti innocent qui est maltraité par des femmes déraisonnables. Le téléphone de Richard sonne pour la 3e fois. Le son lui semble physiquement douloureux maintenant. Quand il ne répond pas, cela va à la messagerie vocale, mais nous pouvons tous entendre la voix de Jennifer dans le bref moment avant qu'il ne silence rapidement l'appareil. Réponds-lui, je commande. Je ne peux pas, murmure-t-il. Elle va tout ruiner. Tout est déjà ruiné, dit Britney d'un ton plat. Tu as tout ruiné au moment où tu as décidé de nous mentir à tous. La nouvelle des révélations de ce soir se propage déjà au-delà du hall Murphy. Je peux voir la cousine Janet Texter sur son téléphone et l'oncle Robert est sorti pour passer un appel. Dans une petite ville comme la nôtre, les nouvelles vont vite et la réputation soigneusement construite de Richard est sur le point de s'effondrer complètement. Les doubles portes à l'arrière du hall Murphy s'ouvrent avec un doux souffle et toutes les têtes dans la pièce se tournent vers le son. Une femme se tient en silhouette dans l'encadrement de la porte, petite, aux cheveux sombres, portant un jean et un simple chemisier bleu qui parle de praticité plutôt que de mode. Elle porte un épais dossier en manille contre sa poitrine, comme une armure. Jennifer. Richard respire et le sang quitte complètement son visage. Jennifer Martinez entre dans la pièce avec une détermination tranquille. Ses yeux balaient la foule avant de se fixer sur Richard. Il n'y a pas de fureur dramatique dans son expression. Pas de colère théâtrale. Au lieu de cela, il y a quelque chose de bien plus puissant. La détermination concentrée d'une mère qui a conduit 16 heures d'affilée pour protéger son enfant. Bonjour, Richard, dit-elle simplement. Sa voix porte clairement à travers la pièce silencieuse. Nous devons parler. Richard fait un pas en arrière, heurtant l'une des tables de réception. Ses mains tremblent si fort maintenant qu'il peut à peine tenir son téléphone. Jennifer, ceci n'est pas le bon moment. Nous sommes au milieu d'un mariage.
Le regard de Jennifer balaie les décorations, le rassemblement familial, et se fixe finalement sur Britney dans la robe ivoire. Comme c'est intéressant. Je n'étais pas au courant que vous aviez divorcé. La question plane dans l'air comme un défi. Chaque personne dans la pièce comprend l'implication. Nous en avons parlé, dit Richard faiblement. L'avocat a dit, nous n'avons jamais parlé de quoi que ce soit, l'interrompt Jennifer, sa voix restant calme et gagnant en acier. Tu as disparu. Un matin, je me suis réveillé et tu étais parti. Avec 37 000 $, la bague de mariage de ma grand-mère, et le fonds universitaire que j'avais constitué pour Sophia depuis sa naissance. Le nom de Sophia frappe la pièce comme un coup physique. Plusieurs personnes allaient auditivement. La main de Britney vole à sa bouche. Tu as une fille, demande la tante Carole, regardant Richard et Jennifer. Jennifer ouvre son dossier en manille et en sort une photo. Même de là où je me tiens, je peux voir que c'est une photo scolaire d'une belle petite fille aux boucles sombres et aux yeux verts indubitables de Richard. Sophia Elena Martinez, 4 ans. Elle commence la maternelle le mois prochain. La voix de Jennifer vacille légèrement quand elle parle de sa fille, la seule fissure dans sa façade composée. Elle demande pourquoi son papa ne lui rend jamais visite, pourquoi il n'envoie jamais de carte d'anniversaire, pourquoi nous avons dû déménager de notre appartement et emménager dans un 2 pièces au-dessus de la laverie. Richard s'affaisse contre la table, incapable de croiser le regard de quiconque. Jennifer, s'il te plaît. Pas ici. Pas comme ça. Pas ici. Le sang-froid de Jennifer montre enfin un éclair de colère. Tu veux dire, pas devant ta nouvelle famille? Pas devant la femme qui porte ce qui est censé être ta robe de mariée. Elle se tourne pour s'adresser directement à Britney. Je suis désolé d'interrompre votre célébration, mais cet homme doit 3 ans de pension alimentaire à ma fille. 1700 $ par mois. Qui était censé couvrir son logement, sa nourriture, ses soins médicaux? Britney regarde la photo dans la main de Jennifer, son visage pâle. Des soins médicaux. Sophia souffre d'asthme, explique Jennifer de manière factuelle. Un asthme sévère qui nécessite des médicaments quotidiens et des visites fréquentes chez le médecin. L'assurance que je peux me permettre par mon travail d'enseignante couvre les bases, mais les traitements spécialisés. Elle s'interrompt, puis secoue la tête. Je travaille 2 emplois depuis 3 ans pour couvrir ce que Richard était censé payer. La réalité pratique et dévastatrice de l'abandon de Richard s'installe sur la pièce comme une lourde couverture. Il ne s'agit pas de trahison romantique ou de sentiments blessés. Il s'agit d'un enfant qui ne peut pas bien respirer parce que son père a choisi de dépenser son argent pour les soins médicaux en escapade romantique avec d'autres femmes. Je ne savais pas, murmure Britney. Je ne savais rien de tout ça. Bien sûr que non, dit Jennifer sans méchanceté. Richard est très doué pour compartimenter ses mensonges. Je ne savais pas pour Suzanne jusqu'à ce qu'elle m'appelle hier. Je ne savais pas pour Maria dans le Colorado jusqu'à ce que l'enquêteur privé que j'ai engagé retrace son schéma de déplacement. Elle sort d'autres documents de son dossier, des papiers officiels avec des sceaux de tribunal. J'essaie de signifier à Richard des papiers de divorce depuis 8 mois. Sa dernière adresse connue était une boîte postale à Denver qu'il a abandonnée il y a 6 mois. Avant cela, c'était un appartement à Portland qu'il a quitté au milieu de la nuit, devant 3 mois de loyer. L'oncle Frank s'avance légèrement. Madame, quelle est exactement la situation juridique ici? Jennifer le regarde avec appréciation pour la question directe. Richard et moi sommes toujours légalement mariés. Nous n'avons jamais divorcé car il a disparu avant que les procédures puissent être achevées. Toute cérémonie de mariage à laquelle il participe constituerait une bigamie, qui est un crime fédéral lorsque cela franchit les frontières des États. Elle se tourne vers Richard qui est maintenant assis lourdement sur une des chaises de réception. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que l'État de l'Arizona a finalement trouvé une piste sur votre emplacement et j'ai conduit directement de Phoenix pour m'assurer que vous ne pourriez pas fuir à nouveau avant l'arrivée des autorités. Richard relève la tête. Les autorités. Les agents de soutien à la pension alimentaire pour enfants seront ici dans l'heure qui suit, dit Jennifer calmement. Traverser les frontières pour éviter les paiements de pension alimentaire est une infraction fédérale. Il en va de même pour l'utilisation de fausses identités pour obtenir du crédit, ce que je comprends que vous ayez fait d'après ce que Suzanne m'a dit de vos activités financières ici. Elle sort un autre document. Ceci est un mandat d'arrêt délivré par l'État de l'Arizona il y a 3 mois. Il est dans le système en attendant que quelqu'un vous localise.
La pièce devient mortellement silencieuse. Richard fixe le mandat comme s'il allait disparaître s'il se concentrait suffisamment. J'ai aussi parlé à Maria Santos hier, continue Jennifer. Elle vient de Denver demain matin pour déposer des accusations supplémentaires concernant l'argent que tu as volé dans l'héritage de son grand-père. Et Rebecca Chin de Portland conduit ce soir. Apparemment, elle travaillait avec un procureur fédéral sur vos stratagèmes de fraude par carte de crédit. Chaque révélation frappe comme un coup de marteau. Richard n'est pas seulement un fiancé infidèle ou un père défaillant. C'est un criminel de carrière avec des victimes dans plusieurs États qui se connectent enfin pour comparer les notes. Britney est restée silencieuse pendant la présentation méthodique de Jennifer. Mais maintenant, elle parle, sa voix à peine audible. L'argent qu'il a dépensé pour moi, les rendez-vous, les chambres d'hôtel, les cadeaux. Était-ce censé être pour ta fille? Jennifer la regarde avec quelque chose comme de la pitié. Une partie, oui. Les paiements de pension alimentaire pour enfants qu'il a manqués au cours des 3 derniers mois auraient couvert les vêtements de la nouvelle école de Sophia, ses médicaments contre l'asthme, et la compte pour un meilleur appartement plus proche de son école. Le poids de la complicité s'installe sur les épaules de Britney comme un fardeau physique. Elle s'affaisse sur une chaise, toujours vêtue de ma robe de mariée, ayant l'air plus petite et plus fragile que jamais. Je ne savais pas, répète Britney. Je pensais qu'il était prospère. Je pensais qu'il était divorcé. Je pense que tu pensais ce que tu étais censé penser, dit Jennifer gentiment. Richard est très doué pour présenter exactement l'image que chaque femme a besoin de voir. Il a dit à ma précédente petite amie qu'elle était mentalement instable. Je suppose qu'il t'a dit quelque chose de similaire à propos de Suzanne. Britney acquiesce misérablement. Il a dit qu'elle était contrôlante et paranoïaque. Il a dit à Maria que son ex-femme était abusive. Jennifer continue. Il a dit à Rebecca que son partenaire commercial détournait de l'argent de leur entreprise et qu'il avait besoin de temps pour régler ses finances. Toujours la victime. Toujours le parti innocent qui est lésé par des gens déraisonnables. Elle se tourne pour s'adresser à toute la pièce. Mesdames et messieurs, vous regardez un escroc sociopathe classique. Quelqu'un qui ne ressent aucun remords sincère pour la douleur qu'il cause. Qui voit les autres personnes comme des ressources à exploiter plutôt que comme des êtres humains méritant l'honnêteté et le respect. Richard parle enfin, sa voix creuse. Jennifer, je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. J'allais tout rembourser. J'allais arranger les choses. Quand Jennifer demande sèchement, quand allais-tu rembourser l'argent que tu as volé du fonds universitaire de notre fille? Quand allais-tu commencer à être un père pour Sophia? Après avoir fini de frauder tes prochaines victimes? Sa composure se fissure légèrement, révélant l'épuisement et la frustration de 3 ans de lutte en solo. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans. Richard, j'enseigne en première année pendant la journée et je nettoie des immeubles de bureaux la nuit. Je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements depuis 18 mois parce que chaque centime de rechange va aux besoins médicaux de Sophia. Pendant ce temps, tu as vécu comme un roi avec l'argent volé aux femmes assez stupides pour te faire confiance. Le contraste flagrant entre le sacrifice de Jennifer et l'égoïsme de Richard emplit la pièce comme un nuage toxique. Voici une femme qui a tout donné pour son enfant. Face à un homme qui a abandonné cet enfant même pour financer son propre plaisir. Dehors, devant le hall Murphy, je peux voir des lumières clignotantes à travers les fenêtres. Rouge et bleu se rapprochant. Les lumières rouges et bleues deviennent plus vives à travers les fenêtres du hall Murphy alors que 2 voitures de police se garent sur le parking. Le visage de Richard devient livide alors qu'il regarde les officiers approcher par les portes vitrées. C'était rapide, observe Jennifer, vérifiant sa montre. Je leur ai dit que tu essaierais probablement de fuir à nouveau. Mais Richard ne court pas. Il reste assis figé sur sa chaise, fixant les documents juridiques que Jennifer a étalés sur la table de réception comme une procureure présentant des preuves. Dehors, je peux voir l'officier Martinez, sans lien de parenté avec Jennifer, malgré le nom de famille partagé, parler à sa radio pendant que son partenaire se dirige vers l'entrée du bâtiment. Richard Thomas Mitchell. La voix de l'officier Martinez porte l'autorité alors qu'il entre dans le hall. Nous avons un mandat d'arrêt délivré par l'État de l'Arizona. La pièce devient silencieuse, sauf pour le cri aigu de maman. Plusieurs membres de la famille sortent leur téléphone, et je peux les voir texter frénétiquement. Dans une ville de 12 000 habitants, les nouvelles vont à la vitesse de l'éclair, et le drame de ce soir est sur le point de devenir le titre de demain dans le journal local. Pour quelles accusations?
demande l'oncle Frank, son expérience juridique le faisant s'avancer comme un avocat non officiel. Non-paiement de pension alimentaire ordonné par le tribunal, franchissement des frontières pour éviter les obligations financières, et fraude d'identité, lit l'officier Martinez dans ses documents. Des accusations fédérales supplémentaires pourraient être déposées en attendant l'enquête de la division des crimes en col blanc du FBI. Alors que Richard lit ses droits, son téléphone, qui a vibré constamment, recommence à sonner. Cette fois, ce n'est pas Jennifer qui appelle, mais quelqu'un d'autre. L'officier Martinez répond par preuve. Le téléphone de Richard Mitchell, dit-il professionnellement. La voix à l'autre bout est assez forte pour que plusieurs personnes à proximité puissent l'entendre. Une voix d'homme, en colère et exigeant de savoir où se trouve Richard. « Avec qui est-ce que je parle ?» demande l'officier Martinez, sortant un carnet. « Tom Bradley de Bradley Construction, » dit la voix. « Mitchell nous doit 47 000 $ pour le projet de rénovation du centre-ville. Il devait nous payer le mois dernier, et maintenant ces chèques reviennent sans provision. » L'officier Martinez échange des regards avec son partenaire. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous contactiez le bureau du procureur de district demain matin. Ceci fait maintenant partie d'une enquête criminelle. » Alors que l'appel se termine, je vois la compréhension se dessiner sur plusieurs visages dans la pièce. Tom Bradley est un entrepreneur local respecté. Et si Richard lui devait près de 50 000 $, cela signifie que sa tromperie professionnelle va plus loin que de simples relations personnelles. De combien d'argent parlons-nous ? Demande la cousine Janet, son téléphone toujours à la main, documentant clairement tout pour ses followers sur les réseaux sociaux. Jennifer ouvre un autre dossier. D'après ce que j'ai pu retrouver avec mon enquêteur privé, Richard a escroqué au moins 6 femmes dans 4 États pour environ 200 000 $ au cours des 3 dernières années. Le nombre plane dans l'air comme une bombe. 200 000 $. C'est plus que ce que beaucoup de gens dans notre ville gagnent en 5 ans. Mais ce ne sont que les victimes individuelles. Continue Jennifer. Suzanne a mentionné qu'il utilisait de fausses références professionnelles ici localement. S'il a pris des acomptes ou des paiements pour des services qu'il n'avait jamais eu l'intention de fournir. Elle n'a pas besoin de terminer la phrase. Tout le monde comprend l'implication. Alors que Richard est emmené menotté, Britney parle enfin. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Pour moi, je veux dire, est-ce que j'ai des problèmes aussi ? L'officier Martinez se tourne vers elle avec une compassion professionnelle. Madame, si vous étiez au courant des activités criminelles et de la situation matrimoniale de Monsieur Mitchell, vous êtes considérée comme une autre victime. Cependant, nous aurons besoin que vous fournissiez une déclaration sur votre relation et toute transaction financière entre vous. Le mot victime frappe durement Britney. Elle a passé toute la soirée à croire qu'elle était la gagnante d'une compétition romantique, pour découvrir qu'elle est en fait la dernière cible d'une entreprise criminelle. Mon téléphone vibre avec un texto de mon patron au bureau du greffier du comté. Suzanne, est-ce vrai ce qu'ils disent sur Richard ? Channel 8 News vient de m'appeler pour me demander des dossiers de mariage. L'attention des médias commence. En quelques heures, l'arrestation de Richard sera une nouvelle locale, et demain matin, ce sera un compte d'avertissement sur les rencontres en ligne et la fraude financière qui sera repris par les médias régionaux. Madame Patterson de la banque est ici, annonce la tante Carole, regardant vers l'entrée où le propriétaire du hall Murphy parle à une femme plus âgée que je reconnais. Immédiatement, Madame Patterson s'approche avec l'expression sombre de quelqu'un qui porte de mauvaises nouvelles. Suzanne, ma chère, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons eu plusieurs comptes professionnels qui ont demandé des blocages sur les paiements à la société de conseil de Richard Mitchell. Quand la nouvelle s'est répandue ce soir, dit-elle délicatement. Combien de comptes ? Je demande. 7 jusqu'à présent, totalisant environ 90 000 $ en contrats et acomptes. La voix de Madame Patterson est douce mais ferme. Le conseil d'administration de la banque se réunira demain matin pour discuter de la responsabilité potentielle pour tout prêt ou ligne de crédit que nous avons accordé sur la base des états financiers frauduleux de Monsieur Mitchell. Britney a l'air consternée. Comment cela a-t-il pris une telle ampleur aussi rapidement ? Petite ville, explique Jennifer de manière factuelle. Tout le monde se connaît. Quand quelque chose comme ça arrive, la nouvelle se répand dans tous les cercles sociaux, tous les réseaux professionnels, toutes les congrégations religieuses en quelques heures. C'est vrai. Je peux le voir se produire en temps réel alors que les membres de la famille s'échangent des mises à jour par SMS, alors que Madame Patterson reçoit des appels d'autres propriétaires d'entreprises concernées,
alors que la cousine Janet diffuse des mises à jour en direct à ses followers sur Facebook. Janet, éteins ça, dit maman sèchement. Mais sa voix manque de son autorité habituelle. Pour la première fois depuis des années, les gens ne se plient pas automatiquement à ses désirs. Pourquoi? Défie Janet. C'est une nouvelle. Tante Patricia, les gens doivent savoir ce qui s'est passé ici ce soir. Parce que c'est une affaire de famille, insiste maman. Une affaire de famille. L'oncle Robert prend la parole, sa voix lourde d'années de frustration accumulée. Patricia, tu as activement facilité ce gâchis. Tu as encouragé Britney à poursuivre Suzanne, puis tu as essayé de le couvrir quand tout s'est effondré. Cela a cessé d'être une affaire de famille privée au moment où tu as décidé d'humilier publiquement une fille pour le bénéfice de l'autre. La critique frappe maman comme un coup physique. Elle a toujours été la matriarche, la femme dont les opinions avaient du poids lors des réunions de famille. Maintenant, son propre frère l'interpelle devant tout le monde. J'essayais de protéger Suzanne, dit-elle faiblement. Non, j'interviens fermement. Tu protégeais ton image. Tu ne pouvais pas supporter l'idée que ta précieuse Britney puisse être considérée comme un second choix. Alors, tu as orchestré une situation où elle pouvait voler ce qui était à moi et faire comme si c'était le destin. La vérité s'installe inconfortablement dans la pièce. Plusieurs parents qui ont été témoins d'années de cette dynamique la voient enfin clairement dénoncée. Suzanne a raison. Dit calmement le cousin Michael. Il a toujours été le pacificateur, celui qui évite la confrontation. Tante Patricia, nous t'avons tous vu favoriser Britney depuis qu'elles étaient enfants. Ce soir, cela l'a rendu impossible à ignorer. Ce n'est pas du favoritisme, proteste maman, mais sa voix se brise. J'aime mes deux filles pareillement. Alors pourquoi, demande la tante Sarah, la sœur de papa, as-tu laissé Britney prendre la robe de mariée de Suzanne sans demander? Pourquoi as-tu encouragé Richard à passer du temps avec Britney tout en disant à Suzanne de lui laisser de l'espace? Maman n'a pas de réponse. Les preuves de sa manipulation sont trop claires, trop bien documentées par les événements de ce soir. Je pense, dit doucement papa, s'exprimant pour la deuxième fois seulement ce soir. Nous devons avoir des conversations sérieuses en famille après que tout le monde ait eu le temps de digérer ce qui s'est passé ici. C'est la chose la plus proche d'une réprimande qu'il ait jamais donnée à maman publiquement. Et le choc sur son visage montre qu'elle comprend l'importance. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est une amie du lycée qui travaille maintenant au journal local. Suzanne, je suis tellement désolé pour tout. Veux-tu faire une déclaration pour le journal de demain? Nous voulons nous assurer que ton point de vue est correctement rendu. L'offre est tentante, mais je secoue la tête. Pas encore. Peut-être après que la situation juridique soit réglée. Jennifer entend et hoche la tête avec approbation. Bon choix. Laisse les accusations criminelles parler d'elles-mêmes d'abord. L'attention des médias s'estompera une fois que les gens réaliseront qu'il s'agit vraiment de fraude et d'abandon d'enfants, pas de drame romantique. Dehors, d'autres voitures arrivent. Je reconnais plusieurs véhicules, des voisins, des collègues, même le pasteur de notre église. La nouvelle s'est propagée au-delà de la famille, et les gens viennent voir les conséquences par eux-mêmes. Le Hall Murphy est devenu le centre du plus grand scandale que notre petite ville ait vu depuis des décennies, et tout le monde veut être témoin de la retombée de première main. La foule rassemblée à l'extérieur du Hall Murphy commence à s'amenuiser à mesure que la soirée avance. Mais les conversations continuent en groupe discret. Je regarde par la fenêtre alors que les voisins et les membres de la communauté digèrent ce qu'ils ont vu. L'effondrement complet d'un homme qu'ils croyaient être un homme d'affaires prospère, la révélation des dynamiques familiales toxiques, et l'arrestation qui dominera probablement les gros titres locaux pendant des semaines. Suzanne. La voix de Jennifer attire mon attention vers l'intérieur du hall. Elle range ses documents dans le dossier en manille, mais elle s'arrête pour me regarder directement. Merci de m'avoir appelé, de m'avoir donné la chance de le confronter enfin. Je n'étais pas sûr d'avoir jamais cette opportunité. Je secoue la tête. Tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui as conduit 16 heures d'affilée et apporté les preuves qui ont scellé son sort. Nous avons toutes les deux fait ce que nous avions à faire, dit-elle simplement. La différence, c'est que tu as choisi d'agir avant qu'il ne te fasse du mal comme il m'a fait du mal. Britney, toujours vêtue de ma robe de mariée, mais ne ressemblant en rien à la mariée confiante qui avait annoncé son éloignement il y a des heures, s'approche de nous avec hésitation. Son mascara a coulé,
laissant des cernes sous ses yeux, et la soie ivoire qui semblait si radieuse apparaît maintenant froissée et déplacée. Jennifer. Sa voix est petite, incertaine. Puis-je te demander à propos de Sophia? L'expression de Jennifer s'adoucit légèrement. Que voudrais-tu savoir? Va-t-elle bien? Je veux dire, avec son asthme et tout, la question de Britney sort précipitamment. L'argent que Richard a dépensé pour moi, l'argent qui était censé être pour ses soins médicaux, combien de dégâts cela a-t-il causé? C'est la première question vraiment altruiste que j'ai entendu ma sœur poser depuis des années. Jennifer semble le reconnaître aussi, car sa réponse manque du tranchant qu'elle avait auparavant. Elle s'en sort, dit Jennifer avec soin. J'ai réussi à suivre ses médicaments de base et l'infirmière scolaire a été incroyablement utile, mais il y a certains traitements spécialisés dont elle a besoin que nous avons dû reporter en raison du coût. Britney sort son téléphone et ouvre son application bancaire. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques économies, environ 4000 $. Est-ce que cela aiderait? Je sais que ça ne rattrape rien, mais l'offre flotte dans l'air. Jennifer a l'air surprise par ce geste, et franchement, moi aussi. Ce genre de générosité pratique immédiate est complètement différent de la sœur avec qui j'ai grandi. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit gentiment Jennifer. Tu étais aussi une victime. Non, dit fermement Britney. J'étais volontairement aveugle. J'ai choisi de ne pas poser de questions quand les choses ne s'additionnaient pas parce que j'aimais l'attention, j'aimais me sentir spécial. Une fille de 4 ans ne devrait pas avoir à souffrir à cause de mon égoïsme. Elle transfère l'argent sur son téléphone, montrant à Jennifer l'écran de confirmation. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. Jennifer accepte le téléphone et copie les détails de la transaction. Merci. Cela couvrira les 3 prochains rendez-vous spécialisés de Sophia. L'interaction marque un changement chez Britney que je ne m'attendais jamais à voir. Pour la première fois de notre vie, elle fait passer les besoins de quelqu'un d'autre avant sa propre gratification. Brittany, dis-je calmement, attirant son attention. Nous devons parler. Pas ce soir, pas ici, mais bientôt. Elle acquiesce, des larmes formant dans ses yeux. Je sais. J'ai beaucoup à m'excuser, beaucoup à comprendre sur moi-même. Papa apparaît à côté de nous, ayant l'air plus âgé qu'il ne l'était au début de la soirée. Le stress de voir sa famille imploser en public a eu un effet visible. Les filles, je pense que nous devrions rentrer. Laissons les gens digérer ce qui s'est passé ce soir. Alors que nous commençons à rassembler nos affaires, le pasteur Williams entre dans le hall. C'est un homme gentil dans la soixantaine qui connaît notre famille depuis que Britney et moi étions enfants. Sa présence attire immédiatement l'attention des membres de la famille restants. Je suis venu dès que j'ai entendu, dit-il, sa voix portant une inquiétude sincère. Tout va bien? Définis bien, dis-je avec un sourire faible. Il s'approche avec les pas mesurés de quelqu'un habitué à gérer les crises familiales. Je sais que ce soir a été traumatisant pour toutes les personnes impliquées. Parfois, des situations comme celle-ci, aussi douloureuses soient-elles, créent des opportunités de croissance et de guérison qui n'existeraient pas autrement. Maman, qui était silencieuse depuis sa réprimande publique par plusieurs membres de la famille, parle enfin. Pasteur, je ne sais pas comment régler ça. Je ne sais pas comment annuler les dégâts que j'ai causés. C'est la première fois que je l'entends admettre sa culpabilité sans immédiatement chercher des excuses ou rejeter la faute. L'aveu semble la surprendre autant que nous tous. La volonté de reconnaître ses erreurs est la première étape, dit doucement le pasteur Williams. Mais le vrai travail consiste à changer les schémas qui ont créé ces erreurs en premier lieu. Il se tourne pour s'adresser à la pièce. Ce qui s'est passé ce soir a été dévastateur, mais cela a également révélé des vérités qui devaient être révélées. Parfois, Dieu utilise des circonstances douloureuses pour exposer des problèmes qui rongeaient dans l'obscurité. Jennifer, qui se préparait à partir, s'arrête à ces mots. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais j'ai appris que les secrets ont tendance à ronger tout ce qui est bon jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les mettre à la lumière. Son observation porte car elle vient de l'expérience. Elle a vécu avec les conséquences des tromperies de Richard pendant 3 ans, et sa perspective ajoute du poids au conseil spirituel plus abstrait du pasteur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demande la cousine Janet. Elle a enfin rangé son téléphone, reconnaissant que certains moments sont trop importants pour être documentés sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous faisons le travail difficile, je réponds. Richard fait face aux conséquences juridiques.
Maman, Britney et moi essayons de reconstruire des relations qui étaient endommagées bien avant ce soir. Notre famille apprend à fonctionner sans les dynamiques toxiques qui ont permis à cette situation de se développer. Papa s'avance, sa voix plus forte qu'elle ne l'a été ce soir. Je dois des excuses à tout le monde ici, surtout à Suzanne. J'ai observé des comportements problématiques pendant des années et je n'ai rien dit parce que j'avais peur du conflit. Mon silence a permis le favoritisme et la manipulation qui ont abouti à l'humiliation de ce soir. L'aveu est stupéfiant. Papa a passé des décennies à éviter la confrontation, à maintenir la paix à tout prix. Le voir enfin reconnaître son rôle dans le dysfonctionnement de notre famille représente un changement sismique. Nous avons tous joué un rôle, dit calmement l'oncle Frank. Ceux d'entre nous qui ont été témoins du traitement inéquitable et n'ont rien dit parce que ce n'était pas notre place. Nous protégions notre propre confort pendant que Suzanne souffrait dans l'isolement. Le cercle de responsabilité s'élargit à mesure que les membres de la famille commencent à reconnaître leur complicité dans des schémas qu'ils avaient précédemment ignorés. C'est inconfortable mais nécessaire. Le genre de bilan qui peut soit détruire complètement une famille, soit servir de fondation à une guérison authentique. Je veux commencer une thérapie, annonce soudainement Britney. Une vraie thérapie, pas juste parler à des amis ou à maman. Je veux comprendre pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi je me sentais en droit de prendre ce qui ne m'appartenait pas. La déclaration surprend tout le monde, y compris moi. Britney a toujours résisté à tout ce qui pourrait suggérer qu'elle avait besoin de changer ou de s'améliorer. Je pense que c'est sage. Dit le pasteur Williams. Parfois, les expériences les plus douloureuses nous enseignent les leçons les plus importantes sur nous-mêmes. Jennifer vérifie sa montre. Je devrais rentrer à Phoenix. Je travaille demain. Et Sophia est chez ma voisine. Alors qu'elle se prépare à partir, elle se tourne vers moi une dernière fois. Suzanne, ce que tu as fait ce soir, l'enquête, le courage d'exposer la vérité. Tu as sauvé d'autres femmes de vivre ce que nous avons vécu. Ne laisse personne minimiser cela. Ces mots s'installent dans ma poitrine comme une chaleur réconfortante. Pendant des mois, j'ai remis en question mon propre jugement, me demandant si j'étais paranoïaque ou contrôlante. Ce soir a prouvé que mes instincts n'étaient pas seulement corrects, mais potentiellement salvateurs pour les futures victimes. Prends soin de toi, lui dis-je. Et transmets mes amitiés à Sophia, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je le ferai, promet-elle. Et Suzanne, ne laisse pas cette expérience te rendre peur de faire confiance à nouveau. Tout le monde n'est pas Richard. Alors que Jennifer part, portant son dossier de preuves qui a finalement rendu justice à un homme qui a échappé aux conséquences pendant des années. Je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois. L'espoir. L'incident de la robe de mariée qui a commencé comme la pire trahison de ma vie s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent. Un catalyseur de vérité, de responsabilité et la possibilité de relations authentiques basées sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Debout dans le hall Murphy, entouré des décombres des mensonges et de la promesse de nouveaux départs, j'ai réalisé que parfois perdre tout ce que tu pensais vouloir est la seule façon de découvrir ce dont tu as vraiment besoin. Si cette histoire de justice et de trahison familiale vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été lorsque Jennifer est entrée dans le hall Murphy avec ses documents juridiques, apportant enfin Richard en justice. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.